alors que l'attention mondiale se tourne vers une nouvelle confrontation entre Washington et Téhéran, et vers l'armada américaine qui se rassemble au large des côtes iraniennes. Un affrontement tout aussi crucial se déroule de l'autre côté du golfe Persique, un affrontement entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Au centre de cette lutte se trouve le prince héritier Mohammed Ben Salman, l'héritier controversé du trône saoudien, qui est arrivé au pouvoir au milieu d'une série de grands scandales en 2015. En tant que ministre de la Défense âgé de 30 ans, il a entraîné le royaume dans la guerre civile au Yémen, une décision qui allait devenir un désastre stratégique. En 2017, il a lancé une vaste purge au sein de la famille royale, détenant plus de 200 princes et hommes d'affaires au Ritz Khartoum de Riyad. Un an plus tard, à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul, ses agents ont assassiné le journaliste Jamal Khashoggi, un critique éminent du prince héritier. Et pourtant, Mohammed Ben Salman a de multiples visages. À côté de l'image d'un homme fort impitoyable, se tient celle d'un réformateur ambitieux, déterminé à transformer non seulement l'économie saoudienne, mais aussi la société saoudienne elle-même. Pendant des années, dans la poursuite de cette transformation, MBS a eu un allié puissant, Mohammed Ben Zayed, le dirigeant des Émirats arabes unis et un mentor politique pour le jeune prince saoudien. Ensemble, ils sont intervenus au Yémen, ensemble ils ont imposé un blocus au Qatar, ensemble ils ont soutenu la campagne de pression maximale contre l'Iran. Il n'est pas exagéré de dire que Mohammed Ben Zayed a joué un rôle déterminant dans l'ascension de MBS au trône saoudien. Mais leurs chemins ont depuis divergé, et aujourd'hui, l'ancien mentor et son protégé sont engagés dans une rivalité de plus en plus intense pour l'influence. Le symbole le plus clair de cette rivalité est apparu en décembre dernier, lorsque les séparatistes du sud du Yémen, soutenus par les Émirats arabes unis, ont lancé une offensive de grande envergure contre les forces gouvernementales appuyées par l'Arabie saoudite. En réponse, des avions saoudiens ont frappé le port de Moukalla, un point de transit clé pour les livraisons d'armes émiraties destinées aux séparatistes. Et pourtant, la rivalité entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis s'étend bien au-delà du Yémen, du Soudan à la Libye, de la Somalie au couloir du pouvoir à Washington et à Pékin. Les intérêts de Riyad et d'Abu Dhabi s'entrechoquent. Ils se disputent l'influence, les ressources et le leadership dans des secteurs émergents, de la finance aux technologies avancées. Les enjeux ne sont rien de moins que la domination du côté arabe du golfe Persique. Et tout cela se déroule à un moment crucial pour le Moyen-Orient, une région en pleine réorganisation profonde. La Turquie cherche à rétablir ses relations avec l'Arabie saoudite en Syrie. La chute de Bachar el-Assad a créé un vide politique, désormais disputé par les puissances régionales. La sphère d'influence de l'Iran s'affaiblit. Ce que l'on appelle l'axe de la résistance a été gravement dégradé, et l'avenir même de la République islamique devient de plus en plus incertain. Pendant ce temps, les États-Unis et Israël se préparent à une nouvelle confrontation avec Téhéran. L'ancien ordre s'effondre, le nouveau n'a pas encore émergé. Les cartes sont en train d'être redistribuées, et Mohammed Ben Salman est déterminé à faire en sorte que l'Arabie saoudite sorte de cette transition non seulement intacte, mais aussi comme la puissance dominante de la région. Pour comprendre les tensions actuelles entre les voisins arabes, il faut remonter à 2015. C'est cette année-là que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont lancé une intervention militaire conjointe au Yémen sous le nom de code Opération Tempête décisive. La campagne visait le mouvement Houthi, qui en seulement 4 mois avait pris la capitale, Sanaa, et s'était emparé de la majeure partie du pays. Avançant jusqu'aux portes d'Aden, la ville était sur le point de tomber. Si elle s'était effondrée, les Houthis auraient sans doute contrôlé tout le Yémen. C'est à ce moment-là que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont intervenus, profondément alarmés par les liens étroits des Houthis avec la République islamique d'Iran. Au début, la coalition saoudo-émiratie a opéré comme une seule force coordonnée, repoussant les Houthis hors du sud du Yémen. Mais avec le temps, les objectifs stratégiques des deux partenaires ont commencé à diverger.
l'Arabie saoudite s'est concentrée sur le soutien au gouvernement reconnu internationalement du président Abdrabbouk Mansour Hadi. Les Émirats arabes unis avaient une vision différente. Abu Dhabi a commencé à construire son propre réseau d'influence dans le sud du Yémen. L'argent et les armes émiratis ont afflué régulièrement vers le Conseil de transition du Sud, un mouvement séparatiste cherchant à restaurer un Yémen du Sud indépendant. Inévitablement, cela a sapé la légitimité du gouvernement central, soutenu par Riyad depuis des années. Ce double jeu s'est poursuivi en coulisses, caché derrière des courtoisies diplomatiques, jusqu'en décembre 2025. Début décembre, le Conseil de transition du Sud a lancé une offensive éclair sous le nom de code « Avenir prometteur ». En quelques jours, les forces séparatistes armées émiraties ont pris le contrôle des provinces de Khat, Hamaoud et Maghra, des territoires frontaliers de l'Arabie saoudite. Ce faisant, ils ont capturé des zones contenant environ 80% des réserves de pétrole du Yémen. Comme si cela ne suffisait pas, le chef séparatiste Haïdarous al-Zubaydi a annoncé son intention d'organiser un référendum sur l'indépendance du Sud-Yémen. Mohammed Ben Salman était furieux, déterminé à mettre fin une bonne fois pour toutes au projet émirati au Yémen. L'Arabie saoudite a mobilisé des forces à la frontière. Début janvier 2026, Riyad a lancé une contre-offensive. Les forces saoudiennes ont ciblé non seulement les séparatistes, mais aussi les intérêts émiratis. Parmi les cibles figurait le port de Moukalla, un centre clé utilisé par les Émirats arabes unis pour livrer des armes aux forces du Sud. Le résultat fut dévastateur. Au 9 janvier 2026, le Conseil de transition du Sud s'était effectivement effondré. Son dirigeant, Haïdarous al-Zubaydi, s'est enfui à Abu Dhabi via le Somaliland. Un projet émirati de 10 ans avait été anéanti, et plus encore, les Émirats arabes unis avaient été publiquement humiliés par Mohammed Ben Salman. Les médias ont commencé à parler d'une fracture dans l'alliance saoudo-émiratie. Mais pour les observateurs de longue date de la région, la réalité est que l'alliance existait surtout sur le papier, depuis des années. En coulisses, les deux pays étaient déjà en concurrence intense pour l'influence. Le Yémen n'est qu'une seule des arènes de cette rivalité. En même temps, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont engagés dans des luttes parallèles pour le pouvoir dans la Corne de l'Afrique et au Soudan. Le Soudan est devenu l'arène la plus sanglante de cette compétition. La guerre civile qui a éclaté là-bas en avril 2023 est, avec l'Ukraine, la plus grande catastrophe humanitaire en cours dans le monde. Le conflit a coûté la vie à près de 400 000 personnes et forcé plus de 13 millions de personnes à quitter leur foyer. Dans cette guerre, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis soutiennent des camps opposés. Riyad soutient les forces armées soudanaises, dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan. Abu Dhabi, quant à elle, soutient les forces de soutien rapide, le puissant groupe paramilitaire commandé par Mohamed Hamdan Dagalo, un chef de guerre du Darfour. Officiellement, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis nient toute implication directe, mais les preuves racontent une autre histoire. On pense que les Émirats arabes unis fournissent de grandes quantités d'armes aux forces de soutien rapide, en utilisant des réseaux de contrebande qui passent par le Tchad, l'est de la Libye et l'Éthiopie. Il aurait également financé des mercenaires étrangers, y compris des combattants venus de Colombie, qui opèrent désormais aux côtés de Dagalo. Pour Abu Dhabi, ce partenariat apporte d'importants avantages économiques. La plupart des réserves d'or du Soudan se trouvent dans des zones sous le contrôle de Dagalo. Cet or est ensuite principalement introduit en contrebande à Dubaï. Le commerce illégal de l'or soudanais est estimé à environ 13 milliards de dollars, la majeure partie de ces flux transitant par les Émirats. L'Arabie saoudite, quant à elle, consolide sa position du côté opposé du conflit en tant que soutien politique de l'armée soudanaise et du général Bourkan. Le soutien de l'Arabie saoudite a fortement augmenté ces derniers mois. Deux événements permettent d'expliquer ce changement: l'escalade des tensions au Yémen et la chute d'El-Fasher. Après un siège de 18 mois, les forces de soutien rapide ont pris la ville, dernier bastion de l'armée au Darfour, puis ont procédé à des exécutions massives de civils. Certaines estimations suggèrent que jusqu'à 60 000 personnes pourraient avoir été tuées lors des massacres. La chute d'El-Fasher a considérablement renforcé
le camp pro-émirati au Soudan, plaçant de fait tout le Darfour sous son contrôle. Les analystes avertissent désormais que le pays pourrait se diriger vers une partition permanente, divisée en deux sphères de pouvoir rivales. En réponse, l'Arabie saoudite a renforcé son soutien à l'armée soudanaise, en coordination avec l'Égypte. Riyad a restreint l'accès à son espace aérien pour les avions cargo émiratis, soupçonnés de transporter des armes aux forces de soutien rapide. Dans le même temps, les Saoudiens ont servi d'intermédiaires dans une importante transaction d'armes entre le Pakistan et l'armée soudanaise. Selon les rapports, l'accord est estimé à environ 4 milliards de dollars. Cela inclut des avions de chasse JF-17 Thunder, sino-pakistanais, plus de 200 drones des systèmes de défense aérienne et d'autres catégories d'équipements militaires. Et ce n'est pas tout. Lors d'une visite à la Maison-Blanche en novembre, Mohammed Ben Salman aurait demandé au président Trump de désigner les forces de soutien rapide comme organisation terroriste et d'imposer des sanctions secondaires aux Émirats arabes unis. Mais la rivalité entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en Afrique va bien au-delà du Soudan. Son deuxième théâtre clé est la Corne de l'Afrique, en particulier la Somalie. Depuis des années, les Émirats arabes unis y établissent une forte présence militaire et économique. Le géant émirati de la logistique DP World a obtenu une concession de 30 ans pour le port de Berbera au Somaliland, investissant 442 millions de dollars dans son expansion près du port. Les Émirats arabes unis ont également établi une base militaire à Bosaso, la principale ville portuaire de la région autonome du Puntland. Les Émirats ont modernisé l'aéroport, créé un centre logistique et formé les forces de sécurité locales. À Mogadiscio même, Abu Dhabi exploitait un centre de formation qui a formé des milliers de soldats et de policiers somaliens. Les Émirats arabes unis sont désormais le principal partenaire extérieur de la Somalie en sécurité. Cela a changé à la fin de 2025. Tout d'abord, Israël, dans une démarche largement interprétée comme étant coordonnée avec les Émirats arabes unis, a reconnu l'indépendance du Somaliland. Pour le gouvernement de Mogadiscio, qui considère le Somaliland comme une partie intégrante de la Somalie, cette décision a été un coup dur. Puis une autre révélation est apparue. Les Émirats arabes unis avaient utilisé l'espace aérien somalien pour évacuer le dirigeant des séparatistes du sud du Yémen, Aïdarous al-Zubaydi. L'Arabie saoudite a rapidement agi pour tirer parti de la situation en coordination avec Riyad. Le gouvernement fédéral de la Somalie a annoncé l'annulation de tous les accords avec Abu Dhabi, qu'ils soient militaires ou commerciaux, y compris les concessions de gestion portuaire. Mais transformer ces déclarations politiques en réalité sera bien plus difficile. Le Somaliland et le Puntland fonctionnent tous deux en grande partie de manière indépendante du gouvernement central. Les autorités du Puntland ont déclaré ouvertement que leur partenariat avec les Émirats arabes unis reste intact. Le Somaliland a adopté une position similaire, tout en ne reconnaissant pas du tout l'autorité de Mogadiscio. Comment expliquer la rupture entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ? Si Mohammed Ben Zayed a été pendant des années le mentor de Mohammed Ben Salman, si ensemble ils ont contribué à façonner l'ordre régional, pourquoi sont-ils maintenant devenus des rivaux stratégiques ? La réponse ne se trouve pas au Yémen, au Soudan ou en Somalie. Des tensions entre Riyad et Abu Dhabi étaient déjà apparues sur chacun de ces fronts, mais pendant des années elles ont été contenues. Alors qu'est-ce qui a changé cette fois-ci ? Le Moyen-Orient lui-même ? La région connaît un profond bouleversement géopolitique, un bouleversement qui a fait disparaître le fondement même de l'alliance saoudo-émiratie depuis plus d'une décennie. Ce fondement, c'était un ennemi commun, l'Iran. Tant que le réseau d'influence de Téhéran représentait une menace existentielle pour les deux monarchies du Golfe, Riyad et Abu Dhabi n'avaient d'autre choix que de rester unis. Mais ces 2 dernières années, la menace iranienne s'est nettement affaiblie. La chute de Bachar el-Assad a privé Téhéran d'un maillon essentiel dans son réseau régional. Le Hezbollah, le pilier le plus puissant de ce que l'on appelle l'axe de la résistance iranien, a été gravement affaibli. La sphère d'influence de l'Iran se fragmente, et à l'intérieur même de l'Iran, le régime fait face à sa crise la plus profonde depuis la révolution islamique. À mesure que la menace principale s'estompe, la logique de maintenir un partenariat stratégique coûteux disparaît également. Mohammed Ben Salman n'a tout simplement plus besoin des Émirats arabes unis comme il en avait besoin en 2015. Le déclin de l'Iran n'est qu'une partie de l'histoire.
l'autre étant la montée d'un nouvel alignement. L'axe Israël-Émirats arabes unis, les accords d'Abraham de 2020, ont apporté quelque chose à Abu Dhabi. Riyad n'a toujours pas de partenariat stratégique avec la puissance militaire la plus forte de la région, ni accès aux technologies israéliennes avancées. Au cours des 3 dernières années, Israël a remporté une série de grands succès contre le réseau iranien. Le Hamas a été effectivement démantelé en tant que force militaire, le Hezbollah a été gravement affaibli, et Israël a frappé directement le territoire iranien. Ces victoires ne se sont pas encore traduites par un nouvel ordre régional stable, mais le potentiel est énorme et les Émirats arabes unis, en tant que partenaire arabe le plus proche d'Israël, sont bien placés pour contribuer à façonner le système émergent. Du point de vue de Riyad, cela crée un scénario dangereux. À la place d'un axe de résistance iranien affaibli, un nouveau triangle pourrait émerger, Israël, les Émirats arabes unis et les États-Unis, façonnant l'avenir du Moyen-Orient. Sans l'Arabie saoudite, pour Mohammed Ben Salman, cela signifierait un encerclement stratégique et une marginalisation géopolitique. C'est pourquoi le prince héritier saoudien agit avec autant d'urgence, repoussant l'influence émiratie avant qu'elle ne soit pleinement consolidée. Il y a aussi une puissante dimension économique à cette rivalité. La vision 2030 de l'Arabie saoudite signifie que le royaume s'engage directement dans des secteurs longtemps dominés par les Émirats arabes unis, le tourisme, la finance, l'intelligence artificielle et la course pour attirer les sièges régionaux des multinationales. En réponse à ces défis qui se chevauchent, MBS construit sa propre architecture de sécurité, conçue pour contrebalancer l'alignement Israël-Émirats arabes unis. D'une part, il continue de renforcer les liens avec Washington, d'autre part, il construit un réseau de partenariats alternatifs, une assurance contre la possibilité que les garanties de sécurité américaines ne soient pas toujours suffisantes. Le pilier central de la nouvelle architecture de sécurité de l'Arabie saoudite est le Pakistan. En septembre 2025, les deux pays ont signé un traité de défense mutuelle stratégique, un accord calqué sur l'article 5 de l'OTAN, selon lequel une attaque contre l'un est considérée comme une attaque contre les deux. C'est une démarche sans précédent. L'Arabie saoudite n'a jamais auparavant conclu un engagement de défense aussi vaste avec un autre pays, pas même avec les États-Unis. Malgré des décennies de liens stratégiques étroits, Riyad n'a pas réussi à obtenir un traité de défense mutuelle formel, mais l'accord semble comporter une dimension nucléaire plus profonde. Peu de temps après la signature, le ministre de la Défense du Pakistan a publiquement suggéré que le pacte couvre l'utilisation de tous les moyens militaires pour repousser une agression. Cet avertissement a alimenté les spéculations selon lesquelles le traité pourrait inclure des dispositions non divulguées étendant le parapluie nucléaire du Pakistan sur le royaume. L'Arabie saoudite exploite déjà son partenariat stratégique avec le Pakistan pour renforcer son réseau plus large d'alliés. Un exemple, le rôle de Riyad en tant que médiateur dans les livraisons d'armes pakistanaises mentionnées précédemment à l'armée soudanaise. Mais le Pakistan n'est pas le seul membre de l'équipe que Mohammed Ben Salman est en train de constituer. Peut-être que l'élément le plus surprenant du puzzle est la Turquie. Il y a seulement quelques années, après l'assassinat de Jamal Khashoggi, le président Recep Tayyip Erdogan a rendu public des enregistrements provenant du consulat saoudien à Istanbul, exigeant des comptes et accusant directement MBS de faire taire ses détracteurs. Aujourd'hui, les deux dirigeants font comme si rien ne s'était passé. Le 3 février de cette année, Erdogan s'est rendu à Riyad, signalant sa volonté de renforcer les liens bilatéraux. 2 jours plus tard, il a annoncé que l'Arabie saoudite envisageait d'investir dans le programme Cannes. Le chasseur de 5e génération de la Turquie et le Riapron SHMO vont encore plus loin. En décembre de l'année dernière, les chefs d'état-major des deux pays ont signé un accord établissant un dialogue militaire formel. Selon Bloomberg, un projet de traité de défense trilatéral liant Riyad, Islamabad et Ankara est actuellement en préparation. Si un tel pacte était finalisé, il créerait une puissante combinaison stratégique, le capital saoudien, les capacités nucléaires pakistanaises et l'armée turque, la deuxième plus grande armée de l'OTAN. Aucun acteur régional ne pourrait se permettre d'ignorer une telle coalition. Certains médias ont déjà qualifié ce potentiel alignement d'OTAN islamique
Mais cette formulation passe à côté de l'essentiel. Un bloc Arabie Saoudite, Turquie, Pakistan ne serait pas une alliance purement militaire. Son objectif principal serait la coordination politique et stratégique, avant tout pour contrebalancer l'axe émergent Israël-Émirats arabes unis. Des éléments de cette coordination sont déjà visibles en Syrie par exemple. L'Arabie Saoudite et la Turquie soutiennent toutes deux le gouvernement central à Damas, s'opposant ainsi aux efforts israéliens visant à établir un protectorat druze dans le sud du pays. Un simple coup d'œil à la carte suffit pour voir apparaître un schéma clair. Deux camps rivaux se forment à travers la région. Du côté émirati, l'alignement comprend Israël, le Somaliland, le Puntland, les forces de soutien rapide du Soudan et potentiellement l'Éthiopie. Depuis des années, Addis Abeba renforce ses liens à la fois avec les Émirats arabes unis et Israël. Ses ambitions d'obtenir un accès à la mer Rouge via le port de Berbera sont une source de préoccupation croissante, non seulement à Mogadiscio, mais aussi à Riyad. Le camp saoudien est tout aussi parlant. Ici, nous trouvons le Pakistan, la Turquie, l'Égypte, le gouvernement fédéral de la Somalie et les forces armées soudanaises sous le commandement du général Burhan. Et l'Érythrée, un petit État mais qui revêt une importance stratégique pour l'Arabie saoudite, prévoit de renforcer sa position le long des rives occidentales de la mer Rouge. Il y a aussi un schéma moins évident derrière cette division. La sphère d'influence émiratie repose fortement sur des réseaux d'acteurs non étatiques, de mouvements séparatistes et d'entités partiellement reconnues ou non reconnues, s'étendant du sud du Yémen jusqu'au Darfour et au Somaliland. Le bloc saoudien, en revanche, est construit autour d'États reconnus et de gouvernements centraux, d'Ankara et du Caire jusqu'à Mogadiscio, Khartoum et Islamabad. Cela reflète une différence fondamentale dans l'approche stratégique. Les Émirats arabes unis cherchent à façonner l'ordre régional en renforçant les acteurs non étatiques et les structures de pouvoir alternatives. L'Arabie saoudite, en revanche, cherche à exercer son influence en renforçant les États existants et l'autorité de leurs gouvernements centraux. Un acteur clé manque largement dans la rivalité entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, Iran. Il y a seulement quelques années, Téhéran aurait été au centre de toute analyse des alliances au Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'est le grand absent. Il y a deux raisons à cela. D'abord, depuis 2023, ce que l'on appelle l'axe de la résistance de l'Iran a été considérablement affaibli. Dans le même temps, la République islamique est confrontée à des pressions internes croissantes et à la menace constante d'une confrontation avec les États-Unis et Israël. Dans ces conditions, l'Iran n'a tout simplement pas la capacité de jouer un rôle actif dans la compétition stratégique entre Riyad et Abu Dhabi. Surtout parce que Mohammed Ben Salman a pris des mesures délibérées pour neutraliser la menace iranienne avant d'ouvrir un front contre les Émirats arabes unis. Il a d'abord fermé celui avec l'Iran en 2023 avec la Chine, jouant le rôle de médiateur. L'Arabie saoudite et l'Iran ont signé un accord de normalisation à Pékin. Depuis lors, les relations entre les deux pays se sont développées à un rythme qui a surpris même les observateurs les plus optimistes. En 2024, les deux parties ont mené leurs tout premiers exercices navals conjoints. Puis, en avril 2025, le ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid Ben Salman, le frère de MBS, s'est rendu à Téhéran. C'était la visite saoudienne de plus haut niveau depuis 1997. Au cours de ce voyage, il a rencontré non seulement le président Massoud Pezeshkian, mais aussi le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Ce n'est pas une véritable réconciliation, c'est plutôt une paix de façade, mais qui apporte des avantages tangibles aux deux parties. Pour l'Iran, cela constitue une bouée diplomatique à un moment d'isolement international croissant. Pour Mohammed Ben Salman, cela offre une garantie stratégique que ses projets géopolitiques ne seront pas perturbés par Téhéran. Cela lui permet de se concentrer sur la concurrence qui émerge de l'autre côté du Golfe, la rivalité avec les Émirats arabes unis. Ainsi, la rivalité entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis n'est pas simplement une autre querelle diplomatique entre voisins du Golfe. C'est un affrontement entre deux visions concurrentes de l'avenir du Moyen-Orient. Lorsque Mohammed Ben Salman est apparu pour la première fois sur la scène régionale il y a plus de 10 ans, il était perçu comme un prince jeune et impulsif.
quelqu'un qui détruisait plus qu'il ne construisait. La guerre au Yémen était censée être une victoire rapide, elle est devenue le Vietnam de l'Arabie Saoudite. La purge du Ritz-Carlton et l'assassinat de Jamal Khashoggi lui ont fermé de nombreuses portes en Occident pendant des années. Déjà à l'époque, beaucoup d'analystes l'avaient écarté. Aujourd'hui, MBS est revenu en tant qu'acteur très différent. Un dirigeant qui a réussi à neutraliser l'Iran par la diplomatie, qui a renoué des liens avec d'anciens adversaires et qui a publiquement humilié les Émirats arabes unis au Yémen. Tout cela en l'espace de quelques mois seulement. Mais la partie est loin d'être finie. De l'autre côté se tient Mohamed Ben Zayed, l'ancien mentor de MBS, et un homme qui comprend sa façon de penser mieux que quiconque et qui est susceptible de l'emporter. Sur le papier, l'équilibre des forces favorise Riyad. L'Arabie Saoudite a une population 5 fois plus nombreuse, un territoire 4 fois plus vaste, des réserves de ressources bien plus importantes et un réseau d'alliés en pleine expansion. Les Émirats arabes unis, de leur côté, apportent de l'agilité, une rapidité opérationnelle et un partenariat stratégique précieux avec Israël. Mais sa dépendance envers les mouvements séparatistes et les groupes paramilitaires constitue une faiblesse structurelle. Cela crée une instabilité qui peut finalement se retourner contre ses propres architectes. Le Yémen en est l'exemple le plus clair. L'ancien maître et l'ancien apprenti se retrouvent désormais dans des camps opposés, et cette fois, un seul d'entre eux pourra l'emporter.